Bonjour, bonsoir pour certains d'entre vous et bienvenue à notre table ronde, le futur des expositions après la pandémie. Je voulais dire tous mes remerciements à Louvre Abu Dhabi pour son invitation, nos collègues également pour être avec nous de manière virtuelle et à chacun d'entre vous pour être là. Et également à l'équipe technique pour avoir tout organisé et félicitations sur le lancement de ce symposium par NYU. Je voulais également accueillir chaleureusement mes panélistes. Alors, il y a Chris Dercon du Grand Parler, il y a Manuel Borja-Villel du Centre d'art Reina Sofia, Hervé Barbaret de l'Agence France Musée, le Dr Yang du Shanghai Museum et Amadi Bokoum du Musée des civilisations noires. Donc bien sûr, nous avons une toile de fond virtuelle pour l'instant, en attendant vos visites respectives. Alors, nous avons de la traduction simultanée, donc si vous voulez entendre l'anglais ou le français, il faudra que vous jongliez entre les petits boutons que vous voyez en bas de l'écran, en fonction de la langue que vous souhaitez écouter. Donc il y a de l'anglais, mais également du français. Dans notre discussion préalable, nous avons vu que la collection ne peut pas se détacher de la production artistique en général. Nous avons de sujets très vastes avec une expertise exceptionnelle parmi nous. Au lieu des présentations où nous allons essayer de peut-être faire un brainstorming de nos expériences communes et de nos expériences individuelles. Nous avons 1 heure et donc nous pourrons prendre des questions un peu par la suite et donc nous pouvons également les faire au fur et à mesure. Alors je voulais commencer par faire un panorama général et j'aurais voulu demander à chacun de nos panélistes de nous donner un instantané de leur situation nationale dans la scène artistique, et donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Donc nous allons pouvoir peut-être prendre un peu la température de ce qui se passe au niveau de ces continents. Tout d'abord, j'aimerais inviter Dr Yang, qui est le directeur du Shanghai Museum, qui a été préalablement le doyen donc en 2014. Le docteur Yang, également directeur de département d'archéologie et directeur et président du comité de direction du musée de Shanghai. Alors, j'aurais voulu commencer par une petite note positive. Bien sûr, en mars, les musées ont commencé à fermer et c'est le moment où à Shanghai, vous avez pu réouvrir. Alors, cela fait 8 mois que vous êtes ouvert. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, peut-être nous donner votre vision des choses? Et l'année dernière également, qu'est-ce que cela a signifié pour vous? Dr Yang. Merci Antonio, merci à Antonia, merci à tous. J'aimerais donc peut-être vous donner des informations par rapport à notre musée. Le Covid 2020 a choqué le monde entier et la pandémie le musée a été fermé de janvier, du début du mois de janvier jusqu'au mois de mars pendant 49 jours. Nous sommes le premier musée à avoir rouvert et pendant notre fermeture, notre
personnel s'est assuré de la sécurité des œuvres d'art. Ils ont également réalisé les mesures hygrométriques à l'intérieur de nos édifices. Nous avons lancé notre programme en ligne d'exposition. Et nous avons aussi développé d'autres ressources en ligne de manière à ce que le public ne nous lâche pas, que le public interagisse encore avec notre musée. Ensuite, après notre rouverture, nous avons mis en place des mesures sanitaires permettant à chaque visiteur de visiter le musée en toute sécurité. Il faut s'inscrire en ligne, il faut porter un masque. La température est vérifiée avant de pouvoir entrer dans nos locaux et la distanciation sociale est en mesure. L'affluence est limitée à 2000, la jauge est limitée à 2000. Ensuite, nous avons pu accueillir 6000 personnes par jour, soit 75% de ce que était notre fréquentation avant le Covid. Et de manière également à ce que nous nous assurions que toutes les mesures soient strictement appliquées. Nous avons également engagé le dialogue avec nos partenaires internationaux par rapport à cela. La pandémie nous a forcés à repenser nos procédures. Nous avions 3 expositions en cours avant la fermeture. Et donc, pour certaines, il a été possible de les prolonger. Pratiquement tous les échanges que nous avions prévus avec l'international ont été annulés. Toutefois, il est très important, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il faut que les musées et que l'art continuent à vivre. Le pouvoir des musées est exceptionnel en termes de conservation. Donc, tout ce qui a été engagé et tous les défis que les musées vont confronter dans le futur, nous devons tous penser que les musées doivent se serrer les coudes, doivent s'unir et briser les murs, faire tomber les murs. La situation en Chine a fait que nous avons pu organiser des expositions en septembre. Nous avons pu lancer une exposition sur les civilisations anciennes de Singapour. Et pour garantir la sécurité et la santé de nos personnels, nous avons eu un plan de prévention extrêmement précis de manière à ce que que tout se passe au mieux. C'est une exposition qui a attiré beaucoup de visiteurs. Et enfin, c'était un retour pour nous. Merci à vous, Louvre Abu Dhabi et NYU Abu Dhabi, pour votre soutien et pour ce symposium, parce que cela nous permet de communiquer les uns avec les autres et de repenser au développement des futurs dans le monde après la pandémie. Merci. J'espère, donc l'un des points qui a été souligné est que pour certains, nous sommes déjà dans un monde post-pandémie, mais ce n'est pas le cas partout. Mais merci pour votre point de vue. Donc, j'aimerais maintenant accueillir Manuel Borja-Villel. Et donc, j'aimerais donc m'adresser à vous maintenant. Et donc, allons voir Madrid avec le musée Reina Sofia. Manuel donc, est son directeur depuis 2008. Avant cela, il était directeur de la Fondation Antonia Tapias. Manuel est engagé dans le musée Reina Sofia.
et il développe et il a en fait réorganisé la collection et tout le fonctionnement en fait du musée Reina Sofia. Il a un rôle de direction, mais il va également nous parler de musée et comment 2020 a eu impacté son centre et également la situation nationale. Manuel, je pense que votre micro est... Voilà. C'est un plaisir. Merci Antonia d'être là avec mes collègues, mes amis, des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Et ravie de vous rencontrer tous de cette manière. La situation, d'abord, hein, tout le monde sait, je pense que Reina Sofia héberge Guernica, mais également beaucoup de peintres de l'avant-garde espagnole, Dali, etc. Et également les années 60 et 70, l'art contemporain. Nous avons un programme extrêmement solide de différentes activités. Nous avons 60 000 mètres carrés d'exposition et l'un de nos principaux édifices était un hôpital. Et lorsqu'ils ont décidé d'ouvrir un musée dans un hôpital semblait être une étrange idée, mais ce n'est pas du tout le cas maintenant, au contraire. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fermé, comme tout le monde, de mars à mai, en juin, parce que nous étions en confinement total, et ensuite nous avons pu ouvrir étape par étape, et à la fin du mois d'août, nous avions recouvré nos activités complètes, mais d'une manière différente. Avant, beaucoup de personnes travaillent de chez eux, nous sommes en télétravail, nous avons lancé un 70%, notre public est essentiellement local, les écoles et donc les touristes. Donc, essentiellement, nous avons un public local maintenant, mais comme le directeur Young, nous suivons également toutes les mesures sanitaires qui s'imposent, la distance sociale. Mais à un certain point, nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de pression, surtout pour les personnes qui ont subi des fermetures industrielles, par exemple. Et c'est vrai que nous sommes une entreprise, mais nous perdions de l'argent à chaque fois que nous ouvrions le musée. Mais toutefois, et c'est quelque chose, je suis très fière en fait d'être dans une institution publique, de faire partie du service plus public. Parce qu'il y a des formes que nous pouvons trouver de financement et d'une certaine façon, nous l'avons fait, bien sûr. Nous avons perdu 40% de notre budget qui est privé, 60 est public. De cela, il y a une grande partie qui vient donc de la boutique et des entrées et ça, nous avons perdu ces revenus où nos recettes sont minimales. Toutefois, nous avons voulu garder le musée ouvert. Pour l'instant, en ce moment, nous avons 8 expositions en cours. Comment est-ce que nous avons fait? D'abord, certaines des expositions sont... En fait, le budget a été reporté à l'année prochaine. Nous avons eu du soutien supplémentaire du gouvernement de manière à couvrir des dépenses supplémentaires. Et pour nous, c'était très important parce que aujourd'hui, nous sommes ici dans cette conférence. Nous sommes en place depuis bien des années. Les musées vont rester ouverts, vont réouvrir, mais notre écosystème est fragile parce que nous ne sommes pas que des musées. Nous sommes aussi dépendants de notre écosystème environnemental. Mais en Espagne, après la crise de 2008, c'était déjà difficile. Alors cette crise qui est déjà, je vais peut-être utiliser le mot catastrophe plutôt que crise,
parce que le capitalisme a l'habitude de fonctionner avec des crises, mais la catastrophe paralyse tout. Et pour nous, c'était important de soutenir ce système. Deuxièmement, il y a donc, nous avons eu avec mon gestionnaire, nous avons eu des discussions, nous avons eu beaucoup moins de visiteurs, mais dans un autre sens, nous en avons eu beaucoup plus parce que le cadre est différent, mais parce que nous sommes en fait une île. Madrid est une île puisque nous avons des visiteurs madrilènes uniquement vu que le reste de l'Espagne est confiné. La preuve est qu'après la pandémie, comme tout le monde, nous avons réagi et nous sommes passés au numérique. Voilà la situation. Je pense que la situation, nous allons voir l'année prochaine, nous allons... Après lui. Mais cela ne veut pas dire que les collections vont remplacer les expositions temporaires. Et c'est vrai que, après tout, avant d'être directeur de musée ou conservateur ou conservatrice, c'est ce que nous utilisions. Nous avons en Espagne, nous ne devons pas non plus jeter le bébé dans l'eau du bain. Et il faut peut-être réfléchir à des formes d'exposition différentes parce que l'ancien modèle n'est peut-être plus opérationnel. Et pour finir ma présentation, virtuellement, c'est vrai que dans ce musée, nous avons été très critiques avec certaines idées sur la surproduction d'événements, cette idée de spectaculaire injectée dans les musées et qui transforme l'art en créativité. euh, Et donc, on oublie, ça devient une production et plus du tout une créativité, un mouvement créatif. Donc, nous voudrions utiliser ce moment pour repenser au musée du futur, pourquoi pas même le présent. Le système ancien s'est arrêté et en matière à discussion, donc je ne ferai pas l'opposition entre collection et exposition. Tout ça peut être utilisé en commun et peut-être l'idée d'avoir des collections invitées ou alors vivantes, des collections dans lesquelles nous pouvons habiter, dans lesquelles nous pouvons vivre. Je pense que c'est très important et je pense que ce sera comme ça. Peut-être qu'il y aura de toute façon beaucoup moins de voyages. L'idée est qu'on puisse parler d'un endroit. Oublions le fait que ça puisse être local ou nationaliste. Pas du tout. Non, il faudrait pouvoir parler d'une plage. Je pense que les musées doivent être solidaires. Nous avons eu une exposition Mondrian qui aurait pu être complètement impossible autrement. Et peut-être à travers la pandémie, ça a été un petit miracle, mais les choses se passent parce qu'il y a de la solidarité entre nous. Et c'est la raison pour laquelle les musées doivent être solidaires et doivent être connectés. Et surtout, et j'utilise un terme qu'on utilisait dans les années 90, il faut qu'il soit accueillant. Accueillant dans le sens hospitalier, dans le sens de l'hôpital lui-même. Parce que très souvent, il y a un genre de structure qui viole l'idée du musée même, avec un langage que les artistes ne comprennent pas, des règles administratives qui sont très bonnes pour les entreprises et pas du tout pour la créativité. Les musées doivent être accueillants, ouverts. Cet élément du musée, et ça doit être comme en termes médiévaux, vraiment un refuge. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Ce sont des points excellents. Et ceux qui ne travaillent, c'est effectivement un excellent écosystème. Et
la façon dont les autres musées dépensent de l'argent en tant qu'artistes nous permettent de reconnaître combien nous devrons considérer cela et que nous pourrons y revenir. Et nous devons voir comment les audiences locales ont accueilli ce changement et surtout cette idée autour du culture de l'événement dans nos musées et comment nous pouvons promouvoir cette pensée fluide mais de façon durable. Et 2 derniers mots pour nous à considérer, c'est sur les Darius. Dr Young, vous l'avez dit, vous en avez parlé en termes de collaboration et l'idée d'être accueillant, que le musée soit une entité vivante. Et maintenant, je voudrais me tourner vers le professeur Hamady Bokoum. Professeur Hamady est directeur général du musée le plus jeune ici aujourd'hui, mais celui qui reflète la civilisation la plus ancienne du monde. Comme je dis, Hamady va parler en français, donc si vous voulez changer votre bouton d'interprétation, n'hésitez pas pour avoir la version anglaise. Dr Bokoum est le directeur général du musée des civilisations noires à Dakar, au Sénégal, qui a ouvert en 2018. C'est un archéologue de base. Il a développé plusieurs. Il est expert au comité de l'héritage national et aussi du fonds national. Pendant plus de 30 ans, il a formé des jeunes archéologues et a forgé les relations entre les universités africaines, américaines, européennes. Le professeur Bokoum, vous avez été mieux placé pour vous adapter et survivre à cette situation. Mais je veux savoir comment votre musée a pu faire face à cette situation. Et j'aimerais que vous me parliez un petit peu du monde de l'archéologie et comment vous avez été affecté par ce monde et l'année 2020. Pouvez-vous retirer le micro, s'il vous plaît? Bon, voilà, ça va, ça se passe bien? Voilà, merci madame. Permettez-moi d'abord de remercier Abu Dhabi pour cette très belle initiative. Et naturellement, nous sommes très heureux d'avoir été invités à cette rencontre qui peut-être est en train de préfigurer ce que nous allons faire les années à venir. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, peut-être que sans le Covid, on l'aurait fait in vivo, quelque part à Abu Dhabi, en Chine, au Sénégal ou ailleurs. Bon, donc, c'est la préfiguration de ce qui va se passer certainement les années à venir. C'est vrai que nous sommes un musée jeune. C'est peut-être aussi pour cette raison-là, je pense que nous sommes en train de mieux résister au Covid-19. Je vais m'expliquer. Parce que notre musée a seulement été ouvert en 2018, en décembre 2018. On a fonctionné plus ou moins l'année 2019 et puis début 2020, on nous a dit qu'il fallait fermer parce qu'il y a un machin qui s'appelle Covid-19 qui est en train de faire des ravages. Bon, naturellement, on a été fermé pendant 6 mois. Ça a été un peu terrible, bon, parce qu'on était un peu sur la pente ascendante, ça se passait très très bien. Tous les signaux étaient au vert et vraiment, on se disait que, bon, pour une fois, on parvenait à faire de telle sorte qu'en Afrique, on faisait venir le public local dans le musée. Parce qu'en général, ici, dans les musées, il y a les touristes qui viennent, quelques intellectuels, les petits bourgeois comme moi, parce que la plupart du temps, c'était des musées ethnographiques. Et là, on avait essayé un peu de bousculer les concepts et de faire autre chose. Et on a eu jusqu'à 43% de visiteurs locaux, ce qui est extrêmement rare dans les musées ici en Afrique. Donc, c'était bien, tout marchait. Et puis, le Covid est arrivé, il fallait arrêter. Je dois dire que la première impression que j'ai eue quand on a fermé le musée, c'est la tristesse des objets. Les objets étaient tristes. Les masques étaient tristes. Les œuvres d'art, même plastiques contemporaines, étaient extrêmement tristes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on les voyait, on avait le sentiment que ces objets avaient la gueule de bois. Moi, c'est la première impression que j'ai eue. Bon, on essayait de les soigner de temps en temps. On passait avec les conservateurs, nettoyer, enlever la poussière, mais moi, j'ai encore le sentiment que ces objets ont vécu un véritable stress, peut-être à la hauteur de celui que les conservateurs et les responsables de musées ont vécu à tous les niveaux. Et pour moi, c'est l'image qui va rester certainement
gravé dans ma tête pendant de longues années, c'est la tristesse des objets, c'est la pâleur des toiles qui d'habitude sont éclatantes et tu as le sentiment tout de suite qu'elles sont devenues pâles, que les objets tout de suite qui sont devenus tristes, on ne comprend pas. Mais je pense que dans les musées, les objets, les toiles ont besoin du contact avec le public. Sans le public, il ne se passe rien. Sans les humains qui viennent leur donner vie, il ne se passe rien. En fait, ces objets n'ont de vie, n'ont de signification que par rapport au rapport, à la relation qu'ils ont avec le public, avec les visiteurs. Et je pense que c'est vraiment ça un gros problème. Mais cette affaire de distanciation physique ou de distanciation sociale, il va bien falloir qu'on revienne là-dessus. Moi, c'est le premier élément que j'ai noté. Bon, ceci dit, on a fermé notre musée pendant 6 mois. Après seulement une année d'ouverture, c'était long, c'était difficile parce qu'on n'avait pas encore de repères. Donc, il a fallu essayer de naviguer un peu vraiment au petit bonheur de la chance pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment se relever. Parce que quand on n'a qu'un an d'expérience et qu'on est obligé d'arrêter pendant 6 mois, vous comprenez bien que ce n'est pas facile. C'est très compliqué, mais on a regardé autour de nous. On a essayé de voir comment les grandes institutions se débrouillaient, que ce soit en France, en Chine, aux États-Unis, là-bas en Arabie, dans les pays du Golfe, pour essayer de voir comment les institutions qui étaient là depuis des années, depuis des décennies, étaient en train de prendre en charge la situation. Et on s'est dit, écoutez, on poursuit les mêmes missions, on va essayer de comprendre comment gérer finalement la relation avec le public dans un contexte de pandémie et de distanciation, disons physique pour ne pas dire sociale. Donc on a pris du temps, on a pris énormément de temps pour essayer de voir comment gérer la situation, d'autant plus qu'ici au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, vous avez bien compris que la pandémie n'avait pas la même violence. Donc déjà avec le public local, c'était relativement facile d'envisager le retour. Par contre, nous recevons 47% d'étrangers, donc des touristes, qui viennent pour la plupart du temps des pays européens, qui sont obligés d'être soumis à des tests au départ de leur pays, à des tests à l'arrivée, et qui sont peut-être plus fragiles que nous par rapport au nouveau coronavirus. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'Agence sénégalaise de promotion touristique pour essayer de voir comment mettre en place un protocole qui puisse nous permettre de faire respecter les mesures basiques pour protéger les publics, notamment les étrangers qui vont venir travailler avec nous. Entre autres, on a travaillé avec un cabinet, je ne vais pas citer son nom parce que ce serait la publicité, mais un cabinet très célèbre avec lequel nous sommes en train et nous avons établi un protocole. Conséquence, nous avons pu reprendre nos activités il y a juste une semaine avec une exposition avec John Wan, qui est un graffeur américain qui vit en France, qui est d'origine jamaïcaine, je crois. Ça s'est très, très, très bien passé. Et on s'est rendu compte, en fait, finalement, que le public était aussi stressé que les objets. Les gens étaient stressés de devoir vivre chez eux 24 heures sur 24, de ne pas se retrouver dans des espaces de convivialité. On a eu un très beau public. Les gens se sont vraiment délectés, tout le monde s'est amusé avec l'artiste, avec les œuvres d'art. Et je pense qu'après, en faisant le tour des galeries, je me suis rendu compte que les objets étaient presque en train de revivre. Ils étaient plus souriants, je crois, les masques. Et je crois que les toiles étaient moins tristes et plus éclatantes. Donc voilà, donc le musée est réouvert depuis une semaine. On a une série d'expositions qui sont en cours. Donc John Wan est passé. On a un grand artiste sénégalais qui fête ses 40 ans, ça va commencer la semaine prochaine. Et puis à partir du 6 décembre, toutes les galeries vont être à nouveau réouvertes. Et nous avons vraiment espoir que ça va bien se passer. Les mesures barrières, de toute façon, vont être respectées. On a tout ce qu'il faut pour faire respecter ces mesures barrières. Et on espère que dans ce contexte nouveau qui s'ouvre, que de toute façon, l'humanité aura le dessus sur le Covid-19.
Voilà ce que je voudrais dire en avant-propos. Merci beaucoup, professeur, et félicitations sur votre réouverture. C'est fantastique. Chris, j'aimerais venir à vous en tant que président du Grand Palais depuis janvier 2019. Chris, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous êtes un historien belge et un conservateur belge. Votre expertise concerne l'ancien et le contemporain et vous avez aussi une expérience de conservateur dans de nombreuses institutions, à Rotterdam, la Maison des Comptes à Londres, le Tate Moderne à Londres et aussi Madame. Vous êtes au Grand Palais et vous avez également dirigé les musées nationaux de la Réunion. J'aimerais, Chris, que vous nous parliez du Grand Palais, mais aussi l'expérience que vous avez dans le travail avec ce musée en particulier. Merci, Antonia. Je suis très heureux que vous ayez mentionné la Réunion des musées nationaux, car souvent, on se demande ce que c'est, les réunions des musées nationaux avec le Grand Palais. Ils sont devenus une et même organisation il n'y a pas très, pas très longtemps, pardon, mais la Réunion, c'est l'association des musées français nationaux. Et donc, nous travaillons avec 17 musées nationaux français dans la région, pas seulement avec ces musées dans la région, mais nous travaillons régulièrement avec les musées à Marseille, mais aussi à Lille, parce que la réunion des musées nationaux Grand Palais est exposée aux Galeries nationaux du Grand Palais, qui était un événement extraordinaire dans les années 60 de André Marot. Et nous développons des programmes au Musée du Luxembourg également. Et nous avons aussi, et d'ailleurs bientôt, nous aurons des expositions à la Villette à Paris. Donc, nous sommes confrontés au quotidien avec à ces effondrements, comme on dirait en français, des expositions. Pour vous donner un exemple, par exemple, l'exposition de Man Ray et de la mode qui a ouvert récemment, seulement récemment, au Musée du Luxembourg, jusqu'à ce que tout soit confiné, ne pouvait à peine recevoir que 90 visiteurs à la fois. L'exposition de Pompéi que nous avons réussi à avoir à la fin, nous ne pouvions accueillir, et je ne dis que et d'ailleurs, je suis déjà heureux que nous ayons pu accueillir des visiteurs, mais nous avons reçu 210 visiteurs à la fois. Ce ne doit pas être des chiffres abstraits. Il faut que cela nous explique par quoi nous sommes passés. En même temps, je suis très heureux et fier de dire qu'une exposition comme Pompéi, qui a été faite en collaboration avec l'Eurodica de Pompéi et Massimo Sana, notre un collègue établi qui, à l'heure actuelle, est chef des musées italiens. Cette exposition a rassemblé 203 000 visiteurs entre les deux confinements. Je dis cela car nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Évidemment, il nous a fallu tout arrêter, notamment les expositions de Marc Chagall à Nice, une exposition qui est une exposition très importante sur Napoléon III au Musée national archéologique de Saint-Germain-en-Laye, car c'est une nouveauté en archéologie. Et toutes les expositions aujourd'hui sont confinées. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont encore là, mais elles sont toutes confinées. Je dois dire que, comme mon collègue du Sénégal l'a dit, c'est comme si c'est un peu comme le musée de la nuit d'André Breton. C'est qu'on visite ces musées la nuit, on dirait des fantômes. Je dois le dire, car il y a 2 semaines, nous avons décidé de continuer l'installation de la collection photographique de la Bibliothèque nationale, qui est notre nouvelle exposition au Grand Palais, et nous avons décidé d'accrocher tous les travaux. Quand pourrons-nous ouvrir? Nous ne le savons pas, mais nous pouvons utiliser l'exposition pour faire quelque chose d'autre. Pour vous donner un exemple, avec Pompéi, nous avons avec un mois de retard, malheureusement, car nous avons dû clore l'exposition et la réouvrir, nous avons décidé de créer d'expositions numériques en ligne avec une exposition noire et blanche avec l'exposition nationale. Nous allons probablement faire la même chose en organisant une exposition virtuelle. Je ne dis pas que l'exposition virtuelle va remplacer
le moment, la rencontre physique entre les spectateurs et les expositions, mais elles ajoutent, elles offrent autre chose. À l'heure actuelle, je dois admettre que lors du premier confinement, c'est versions numériques des expositions ont été reçues par les audiences comme une aventure, une nouvelle ère de jeu qu'il fallait découvrir. Et nous pouvons constater et l'admettre que dans les marchés artistiques, le public n'est pas très enthousiaste. Finalement, je ne dis pas que nous en avons assez, mais je pense qu'il faut que les musées et que tous les musées puissent se lancer dans cette même stratégie et que l'on permette des rencontres avec les œuvres d'art, mais aussi les visiteurs. Et ceci est souligné avec la distanciation sociale qui a été mise en place, même si les musées étaient encore ouverts malgré une participation minimale. Il y a d'autres personnes qui visitent les musées. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas seuls dans les musées. Nous nous rendons compte que le musée devient un lieu de rencontre. Et nous sommes très heureux d'entendre ce matin que ce collègue a dit qu'une collection a besoin du public. C'est vrai. Pour la première fois, je pense que même si on fait semblant de comprendre le public et le public des musées, pour la première fois, nous allons faire quelque chose de cela. Et je voudrais arriver à cela, c'est que depuis février-mars, nous sommes passés par de nombreuses crises impliquant les collections et les expositions. Il y a eu la crise de la gouvernance des musées, il y a eu la crise du sponsorship, il y a eu de la représentation, pas seulement de l'autre, mais des artistes féminines. Il y a eu la crise de l'envoi des modèles et de l'art. Nous avons de moins en moins de visiteurs. Comment allons-nous payer pour nos opérations? Nous avons eu des crises comme celle que nous venons à peine de parler. C'est la nouvelle non-acquisition. Nous devons créer un nouveau modèle économique. Et en fait, maintenant, nous avons une nouvelle crise à laquelle tout le monde fait face. Mais donc, allons-nous continuer à télécharger du contenu numérique? Allons-nous inventer un système de monétisation? C'est continu, c'est un processus continu. Nous pensons même à une architecture d'exposition post-pandémique ou même une infrastructure de musée post-pandémique. Toutes ces choses dont nous n'étions pas tout à fait conscients, ou alors l'étions-nous, et dont nous parlions avant le mois de février et de mars 2020, soudainement, on parle de révolution de musées et d'expositions. On a même entendu un de nos collègues du Louvre nous dire il y a quelques semaines que probablement ceci aurait un effet sur notre façon dont nous allons déployer les expositions, les tours d'exposition, et nous démontrerons les expositions. Maintenant, tout ceci était tabou. Aujourd'hui, nous devons en parler et nous sommes forcés à faire quelque chose pour faire face à cette nouvelle situation. Je pense que ce n'est que cela, l'aspect positif de cette crise, c'est que nous sommes maintenant au courant que le musée n'est pas seulement une démonstration d'art, mais c'est aussi le public, d'autres visiteurs, c'est la rencontre, et nous sommes conscients que quelque chose peut être considéré, que nous devons être développés dans les conférences et que nous devons aujourd'hui visiter les musées, et nous allons bientôt pouvoir être capables de non seulement d'en parler, mais nous allons pouvoir faire quelque chose. Je ne parle pas seulement des institutions ou des stockages, je ne dis pas oublier le nom ou le nom blockbuster qui d'ailleurs nous vient de la Deuxième Guerre mondiale, mais nous savons que nous pouvons faire quelque chose par rapport à cela, et c'est ce que nous mettons en place actuellement. C'est la chose la plus importante à savoir, notamment concernant notre organisation, c'est que nous générons 80% de nos propres financements, et le Grand Palais, il faut savoir que nos expositions sont mortes, elles vont changer. Nous avons de moins en moins de revenus, mais la bonne chose est que
Par rapport au Louvre de Versailles, où ils reçoivent 60 ou 80% de visiteurs, nous en avons 20% ou 30%, mais nos visiteurs sont des visiteurs locaux, ce qui veut dire quelque chose d'important pour nous tous. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'à cause de notre exposition sur intérieur qui est fermée, nous avons décidé de faire des expositions à l'extérieur. Nous avons engagé des artistes pour qu'ils organisent des sculptures publiques. Nous allons travailler avec Elena Velasquez de Colombie pour faire des sculptures publiques. Nous travaillons avec une artiste libanaise, Nadia Ziata, pour faire des sculptures disponibles au public. Donc, nous pouvons nous réinventer finalement. C'est quelque chose dont on a parlé. Ce serait ennuyeux de parler de sculpture en extérieur, mais ça, c'est une idée. Merci. Merci beaucoup. Vous avez présenté quelques sujets lors de la crise dont on voulait de toute façon évoquer. Maintenant, je voudrais demander à nos intervenants, le directeur de l'Agence française des musées, il était le secrétaire général du ministre de la Culture et il a aussi occupé plusieurs rôles, le directeur du musée du Louvre ou du Mobilier National. Donc, il a aussi une grande expérience, comme 3 ans en Angleterre, près de l'ambassade française en Inde. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Hervé, je voulais vous demander de parler un peu de la France en général et quelques perspectives sur les décisions que le gouvernement a dû prendre. Vous avez travaillé sur quel niveau vous avez travaillé aussi et quelles sont les décisions que vous avez dû prendre lors de cette pandémie. Merci beaucoup. Antonia, je voulais juste vous dire que tout ce que mes collègues ont dit était très intéressant et toutes ces idées peuvent nous donner une perspective de toutes les décisions qui ont été prises. Donc, juste pour souligner aussi sur Agence France Museum, est une société de consultance qui a été créée il y a 13 ans afin d'accompagner le projet du Louvre à Abu Dhabi. Et aujourd'hui, nous accompagnons plusieurs projets de musées à travers le monde. Donc, il est très intéressant de savoir que pourrait être le musée du futur. Aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui nous mène à penser et nous dit que les décisions véritables ont été faites en ce qui concerne les décisions en Europe et en Afrique, comme il a été mentionné, que les mentionnés étaient fermés et tout ce qui a été dit sur les projets d'art qui n'étaient pas accessibles. Parce que, en fait, ce que nous voulons faire des musées, les musées sont des endroits publics où les gens peuvent aller, peuvent visiter. Et là, je voudrais dire que ces décisions qui étaient parfois dures devaient être prises pour des raisons de sécurité. Mais ce fut une situation vraiment triste en général. Et du point de vue très spécifique, à Abu Dhabi, l'Agence France Museum s'occupe de produire 4 expositions internationales par an pour le musée Louvre Abu Dhabi. Nous avons annulé une, décalé 2, et juste une exposition a pu tenir, mais je reviens aussi pour parler du programme qu'on a fait sur le portail. Donc, ce fut vraiment très difficile d'organiser de telles en fait, expositions. Et là, j'aimerais aussi insister sur le fait que dans la période de crise, il est très intéressant de parler
des conséquences d'une telle situation et en prenant en partie cet exercice de stock, il faut poser cette question existentielle. Et là, je voudrais être claire, les grandes expositions, est-ce qu'elles restent toujours pertinentes? Donc, ces expositions internationales, bien sûr, c'est une question, c'est une jolie question, mais elle est un peu provocatrice. Est-ce qu'on peut envisager de nouveaux formats? Est-ce qu'on peut aussi rendre les expositions plus liées parce qu'elles étaient critiquées au côté de divertissement, donc elles manquent de divertissement parfois, c'est la critique que nous avons entendue. Et du point de vue technique, il faut aussi parler des protocoles, de la durée d'une exposition, mais j'aimerais aussi souligner un point ou une question existentielle. Est-ce que les expositions restent pertinentes dans le monde après la Covid-19? Et j'aimerais entendre un peu les questions. J'ai eu une question qui m'a dit que oui, bien sûr, et là, parce qu'il n'y a pas de substitut physique, sensuel à cette expérience, le numérique, d'accord, peut substituer quelque part, mais rien n'équivaut l'expérience du visiteur, l'expérience physique. Et là, je crois que nous partageons tous l'idée que nous sommes là, nous sommes présents, mais le public voudrait avoir cette expérience physique sensuelle. Et à partir de cette idée, j'aimerais dire que l'art est universel et on peut reposer vraiment physiquement sur les collections, mais il faut qu'on ait la chance d'examiner aussi les œuvres d'art qui proviennent des 4 parties du monde et les différentes éditions, et que l'expérience sensuelle est cruciale. Et juste encore un point, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut partager quand on parle de l'exposition, et il faut mentionner l'idée de la solidarité, particulièrement importante à ce point. Quand on pense de musée et d'exposition, on pense à la générosité et à cette occasion de voyager, du sens qu'une exposition doit avoir. Nécessairement, ce n'est pas juste un moyen de divertissement, mais elle doit avoir un certain sens. Et aussi, je voudrais dire qu'il faut qu'elle respecte aussi la nature, et pour résumer aussi, d'avoir une œuvre d'art qui voyage pour être vue par 10 000 personnes, que 10 000 personnes qui voyagent pour examiner une exposition ou pour visiter une exposition. Donc, il s'agit aussi du timing, parce que le monde après Covid nous présentera peut-être quelque chose de trop différent, et il faut dire que c'est un moyen d'amplifier la tendance ou les nouvelles tendances qui sont nées après cette crise, qui feront des choses peut-être plus importantes. Donc, il faut dire que il faut qu'on parle et qu'on évoque ces problématiques. Je suis ravie que Louvre Abu Dhabi a pu organiser ce symposium pour partager les idées autour de ce sujet des expositions. Donc, il faut prendre en considération le temps, et je voudrais juste dire que tout le monde a donné d'excellentes interventions. Oui, Chris, vous voulez dire quelque chose? Certainement. Je voudrais
juste reprendre ce thème de solidarité, mais il faut aussi avoir une idée concrète de ce que c'est que la solidarité. Pour moi, la solidarité entre musées, c'est de lutter contre ces nouvelles tendances, qui est une nouvelle tendance, qu'on va reprendre la renationalisation à cause de l'épidémie ou des choses qui ont lieu dans notre pays, dans notre région, du fait qu'on ne peut plus voyager. Et il ne faut pas sous-estimer cela, parce que certaines compétitions sont très ravies à cette idée de renationalisation. Donc, il faut réinventer ces nouvelles tendances qu'on a reçues ou qu'on a dû adopter après l'épidémie. Donc, juste pour reprendre votre point, Chris, et de penser à ce que vous avez mentionné, cette éco-crise, l'idée que nous allons voyager de moins en moins, mais il faut lutter contre ces tendances anti-nationalisme. Et comment allons-nous créer des institutions qui vont s'engager au niveau international, mondial, et en fait faire de sorte que cette interconnectivité puisse produire quelque chose. Donc, je voudrais reprendre aussi, Monsieur Bokoum, vos musées de la civilisation africaine. Vous pensez déjà au musée au Sénégal qui adresse et donne toutes les connexions que vous avez à travers le monde. Est-ce que vous pouvez, pour 1 minute, nous donner juste une réponse à cela? Comment vous allez produire ce produit local et le rendre international et global? Votre microphone. C'est bon? Bien, merci. Voilà, je pense que... Bon, je n'ai pas tout compris d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a eu un peu un problème de traduction. Mais le problème de fond, c'est que nous, en réalité, on n'a pas un problème de local ou d'international, parce que depuis le début, nous nous plaçons dans l'universel. Parce que, en fait, notre musée qui est un peu, je pense qu'il est un peu atypique, c'est un musée athématique. Nous n'avons pas de thème. Notre thème, comme vous pouvez le constater sur notre site web, c'est la création continue de l'humanité. Nous pensons que l'humanité, c'est quelque chose de très spécial, de très dynamique, qui se crée et se recrée tout le temps. Et l'humanité ne se crée pas en fonction des contingences que nous avons choisies, mais des contingences peut-être que nous avons choisies, mais de celles qui nous rattrapent aujourd'hui. La COVID-19 nous rattrape aujourd'hui. Je pense que personne n'avait prévu ça il y a 2 ans. C'est arrivé, il faut s'adapter et c'est l'humanité qui se recrée. Donc, en réalité, nous ne sommes pas tellement affolés par ce qui se produit aujourd'hui et ce qui pourrait se reproduire demain. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de comprendre le sens de l'histoire. L'histoire qui est en train de se jouer, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Et pour nous, ce que cette histoire est en train d'apporter de nouveau, c'est que dans le cadre de cette COVID, en réalité, les relations entre les États, les humains, les nations, l'international, tout cela a changé. Dans les conditions normales, l'Afrique demandait de l'aide. On apportait de la nourriture, on apportait des soldats, on apportait ceci, on apportait cela. Aujourd'hui, chacun se bat pour sauver sa peau. Quand nous regardons ce qui se passe, par exemple, dans certains pays et ce qui se passe en Afrique, quand on voit comment les gens essaient de réagir pour sauver leur peau, ce qui est normal, et comment nous réagissons pour essayer de sauver notre peau dans les conditions locales, nous sommes en train tous de créer une nouvelle humanité. Aujourd'hui, j'ai regardé, au Sénégal, il y a eu 4 cas de coronavirus. 4 cas. Non, pardon, sorry, 8 cas. 8 cas. Bon, il y a des pays qui seraient très heureux d'être dans la position du Sénégal aujourd'hui. Nous sommes très tristes de voir qu'il y a des pays où cette chose-là fait des ravages. Donc, ce que je crois, c'est que
aujourd'hui, le local n'a plus tellement de sens. Ce qui a vraiment du sens, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. Et je crois que les musées, je crois que la culture a un rôle très, très, très important à jouer dans la gouvernance mondiale qui est en train de se faire. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de ressources scientifiques et techniques, c'est vraiment une question de vécu. Comment nous allons vivre avec cette situation très, très compliquée? Comment nous allons vivre avec un virus qui est certainement parti pour rester très longtemps parmi nous? Et comment nous allons réinventer une nouvelle façon de vivre? Je donne un petit exemple qui n'est peut-être pas révélateur. Mais au début, on nous a beaucoup parlé de distanciation sociale. Parmi les mesures barrières, on a parlé de distanciation sociale. Maintenant, personne ne parle plus de ça. On parle de distanciation physique. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas mettre le social, on ne peut pas mettre l'humain à côté. Quelle que soit la complexité de la situation, l'humain doit toujours revenir au centre de la préoccupation, revenir au centre de la solution. Et je pense que l'humanité va vraiment réussir dans des délais beaucoup plus proches que nous pouvons le penser aujourd'hui, à régler cette affaire et à faire de telle sorte, soit qu'on élimine la COVID-19, soit qu'on apprenne à vivre avec la COVID-19 comme nous vivons depuis des décennies avec la grippe ou avec le paludisme ici en Afrique. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre quelques questions. Donc, il y a beaucoup de soutien concernant Mohamed Adel, M. Bernard, et aussi des questions concernant le numérique et une idée que le numérique pourrait mener un combat international dans l'organisation des musées. À ce point, j'aimerais demander à Manolo si vous avez vu Guernica online. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, j'aimerais bien commenter sur quelque chose en ce qui concerne l'épidémie. Quand elle est arrivée, on s'est tous affolés et on a arrêté tout genre d'événements, d'activités. Mais mon équipe et moi-même, durant le confinement, nous n'avions pas ce sentiment que les musées étaient fermés parce qu'il y avait toujours des activités. Et dans ce sens, je dirais que le numérique est très important, mais il est aussi important dans le sens que ceci mène à ce sentiment de moderniste colonial important et privé. Et c'est aussi, comme vous pouvez voir mon bureau, c'est un désordre complet, mais je crois que c'est important parce qu'on continue à travailler, on n'a pas arrêté, même au sein de cette épidémie. Donc, je crois aussi que c'est positif, mais pour le reste, il faut voir le mauvais côté des choses et peut-être qu'on va faire de la marchandise de tout ça. Deuxièmement, je ne peux pas ne pas examiner les choses et je ne peux pas vraiment ignorer la réaction des individus. Il n'y a pas d'activité. Comment, en fait, ils vont réaliser que le numérique ne va pas vraiment résoudre tous les problèmes. Il y a cette expérience physique qui manque. Donc, je crois que mes réponses, que oui, certainement, il est très important, mais il ne faut pas substituer le numérique par le physique parce que ça devient vraiment banal. Et il y a des substituts de peinture, par exemple. C'est quelque chose que je ne peux pas
envisagé, et c'est vraiment triste, donc tout ce qui est numérique a beaucoup d'autres façons de traiter les œuvres d'art, par exemple dans le cas de Guernica, où nous avons quelque chose qui s'appelle Site Guernica, où on ne substitue pas l'œuvre d'art, mais comment, par exemple, elle a été interprétée, l'interprétation d'une œuvre d'art, d'une œuvre de peinture, mais c'est juste pour une image qui doit être là pour l'œuvre d'art. Aussi, une chose positive, c'est que quand on était confiné, parfois on a travaillé avec des personnes des endroits pauvres et on a continué l'exposition dans Montréal. Et parfois, il y a des expositions qui étaient très chères, mais dans ce cas, dans le cas du numérique, tout le monde a pu participer. Donc, on a cassé ce catégoricisme. Et il faut voir le bon côté des choses. Il y a aussi ce sentiment de solidarité, la solidarité qui doit avoir différentes définitions, et pas seulement il faut qu'on soit solidaire vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de collègues, du travail, une solidarité contre la biosphère, contre les autres espèces. Et je crois il faut qu'il y ait une solidarité concernant aussi le travail culturel qui est très important. Et la solidarité, c'est être situé. Être situé, ça ne veut pas dire être local ou nationaliste, mais c'est décoloniser les choses. Donc, il y a les musées nationaux qui est une obligation nationale et précisément de donner une plateforme à ceux qui n'ont pas les moyens. Par exemple, nous avons des choses dans plusieurs langues nationales, le catalan, l'espagne, le basque. Tous ces problèmes ont des territoires, mais qu'est-ce qu'il en est du romanisme, par exemple? Ça fait partie de notre situation qui est critique au niveau local, au niveau national, et qui sont liées au point de solidarité. Merci beaucoup. Et nous avons reçu une question de Darnan. Je vois qu'il nous pose une question sur les grands musées qui seraient représentés ici dans ce panel et d'autres plus petits régionaux, des musées régionaux qui reflèterait plus tard sur cela, mais je pense que ce sens d'internationalisme et de musées interconnectés ou de musées qui deviennent radicaux dans ce combat et cette réflexion sont quelque chose sur lequel nous pourrions revenir. Docteur Yang, je voulais venir vers vous juste pour clore sur le sujet numérique. Les multimédias, comme vous l'appelez, notamment dans le musée de Shanghai, ont été particulièrement importants pour vous pendant de nombreuses années. Dans cette ère de 2020, vous avez accéléré votre pensée concernant l'aspect numérique ou bien est-ce que, comme Manolo le disait, vous réfléchissez comment les objets physiques ne peuvent jamais être remplacés par l'ère numérique? Docteur Yang, vous êtes là? Vous devez remettre votre micro. Parfait, merci. Les ressources numériques sont très importantes pour nous connecter vers notre futur, pour nos futurs et pour nos futures expositions. Par exemple, nous aurons une exposition au musée de Shanghai qui sera multilingue en collaboration avec notre programme. Il y aura de nombreuses langues internationales et d'emprunts de musées, notamment du VA, le musée britannique et du Met. Il y a de l'équipement numérique du Louvre qui sera démontré d'ailleurs en espagnol. Oui, j'ai confirmation. Ce sera
Et ce sera du Louvre Paris. C'est la première fois que nous empruntons, que nous mettons en place cet élément numérique aussi large, à une échelle aussi large. Et pour des expositions futures, je pense qu'il nous faut réfléchir autrement et être préparés. D'un côté, à faire face à toute incertitude lorsque nous démontrons des images internationales, mais en même temps, nous devons considérer une façon de revisiter de façon approfondie notre exposition et nos musées en nous basant sur de nouvelles ressources et de nouvelles opportunités. Je pense que les musées du futur auront certainement de meilleures réflexions sur le monde et seront le lien entre différentes cultures, car la pandémie nous a démontré que nous sommes liés les uns aux autres. Et nous avons réalisé dans ces temps que les musées doivent se réunir et honorer notre engagement et notre expertise et utiliser le pouvoir de l'art et de la culture pour se connecter, pour se soigner et pour s'inspirer les uns les autres. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Nous souhaitions très rapidement, il nous reste à peu près 10 minutes, 8 minutes. Nous voulions très rapidement parler du concept des idées, des représentations, notamment avec la résurgence des débats où nous représentons les musées à travers les histoires qu'elles racontent et comment décoloniser les musées, ce que cela veut dire en pratique. Et surtout par rapport à ce qui s'est produit lors du Black Lives Matter, ce mouvement du Black Lives Matter, j'aimerais revenir vers vous sur quelque chose que Manolo a dit. Vous dites que les musées doivent se délocaliser, mais ça donne une opportunité aux musées de refléter sur l'histoire qu'elles ont à raconter de façon légitime et sur les racines culturelles de leur identité nationale. Mais aussi, il y a un mois à peu près, lors de l'Assemblée nationale française, ils ont voulu voter pour rendre 27 objets coloniaux à leurs musées respectifs, au Bénin et au Sénégal, me semble-t-il, et je comprends qu'un de ces objets est actuellement accueilli par le musée de Hamadi à l'heure actuelle. Je souhaiterais très rapidement, avec Hervé, Chris et Hamadi, pourrions-nous prendre 1 minute chacun? Je sais que malheureusement, on ne rend pas justice à ce sujet qui est si important, mais pourrions-nous peut-être rapidement toucher quelques mots là-dessus? Hervé, pardon, Chris, oui, Hervé d'abord. Effectivement, vous nous me demandez de parler de quelque chose et ce n'est pas facile d'en parler en si peu de temps, mais sur ce sujet, il nous faut l'observer de façon très approfondie. Chris l'a mentionné, me semble-t-il que nous ayons le besoin de mettre l'identité politique de colonialisme et de sa générosité de côté. Ce parcours doit être partagé. Il faut avoir accès à la créativité humaine dans le monde entier. Je suis désolée, je ne vais pas plonger plus profondément dans le sujet car c'est un sujet qui est très difficile et complexe. Et je pense qu'il faudrait même organiser une réunion en complète à ce sujet. Mais je pense que les expositions qui sont le sujet d'aujourd'hui sont une façon de partager la politique et le communalisme et de partager les générosités de l'art et des expositions et la promotion du fait que, où que nous soyons, où que vous soyez, vous ayez le droit d'accéder au génie de l'humain, où qu'il ait été produit. Donc l'idée est de partager cela, le geist de la générosité qui a été mentionné, et tout ce qui a été mentionné durant ce tour de table. Oui, effectivement, Chris. Alors, nous parlons toujours de ces chiffres en termes d'exposition.
Mais ce qui était intéressant ce matin a été dit lors d'un autre rassemblement, notre échange. La collection a besoin du public et si nous prenons cela comme cœur de conversation, la collection a besoin d'un public. À partir de là, on pourrait observer l'institution autrement. Il y a une autre définition qui, pour moi, devient de plus en plus importante quand on parle des expositions et quand on parle des œuvres d'art dans un musée, c'est autre chose. Je me demande toujours, et nous devons l'apprendre, est-ce nécessaire? Est-ce que c'est une contribution? Et je pense qu'ensuite, nous pouvons parler de ce que nous faisons de cette collection. Est-elle nécessaire? Est-ce une contribution? Et troisièmement, le troisième point, je pense que nous avons appris et que nous devons tous considérer, c'est qu'à travers le numérique, nous avons appris à impliquer le public et nous devons continuer à impliquer ce public d'une façon ou d'une autre dans le processus de décision pour organiser une exposition. Et organiser une exposition, c'est une prise de décision. Que ce soit l'exposer de telle ou telle façon, c'est une décision commune. Je ne parle pas de conservation commune, je parle de rendre les choses visibles. Et je pense que les institutions peuvent être perçues comme ça. Il y a de nombreuses raisons qui nous permettent aujourd'hui de parler de restitution différemment que ce que nous avions pu relater avant la pandémie. Et c'est peut-être pas cynique, peut-être, mais autrement, certains pays en Afrique réussissent bien mieux que nous. Leçon à apprendre. Et leçon à prendre. Oui, effectivement, Hamadi l'a mentionné. Hamadi, il nous reste 2 minutes. Je vous en donne une pour vous et je ferai une conclusion sur la dernière minute, si vous me le permettez. Mais mettez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Merci. Dire 4 choses en 1 minute. Un, sur la restitution. La restitution, c'est important pour nous, c'est vrai qu'on doit rendre les choses, mais ce n'est pas seulement une question africaine. Le monde entier est concerné. Il faut certainement penser à avoir un instrument normatif au niveau de l'UNESCO pour régler cette question de manière globale. Ce n'est pas une question de paternalisme colonial, etc., etc. Le numérique, pour nous, c'est une question très, très importante. Et depuis le début, le Musée des civilisations noires a opté pour ça parce que nous sommes un musée qui a très peu de collections. Donc, le numérique et le virtuel, dans l'architecture du musée, c'est inclus et nous travaillons sur ces questions-là depuis le début. D'autant plus que nous sommes dans une société où on lit très peu. Aujourd'hui, vous venez chez nous, on a travaillé avec Unifam, tout est sur QR code, on n'a pas besoin de lire, on a toutes les informations avec son smartphone. Et c'est très important pour la circulation. La circulation des objets, ça coûte très, très cher. Le numérique permet vraiment de se passer de cette forme de circulation physique. La question de Black Lives Matter, c'est très, très important. Nous l'avons sur notre site web et nous avons une affiche sur George Floyd. C'est tout aussi important pour nous. Donc voilà, nous pensons que les musées, c'est la solution à la plupart des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Inch'Allah, j'espère effectivement. Je pense que c'est une excellente note pour clore. Nous avons tant de sujets, mais je vous remercie infiniment à tous pour le temps et que vous avez respecté. Et je suis désolée de vous presser sur ça, mais je voudrais juste reprendre quelques points. Effectivement, c'est l'heure aujourd'hui des musées de la Révolution. C'est l'heure de développer une solidarité concrète entre nous. C'est ce qui revient maintenant des discussions que nous avons eues. Merci infiniment d'avoir mis cela en avant dès le premier jour de la conférence. C'était très important. Merci à tous pour votre participation. Merci.